Un petit extrait d'Alaska pour commencer. Vis et grandis, élève la vie. Redeviens sujet et deviens ce que tu es. C'est ton devoir de respecter ce devenir de l'homme, ce droit à l'humanité, son premier droit. Dis un grand oui et embrasse tous les signes qui inondent chaque moment. Tu as une place qui t'attend dans l'harmonie qui existe. Écoute le sensible et l'instant présent, accroche ton regard, la liberté c'est épouser la nécessité, sois libre, amor fati, vis et grandis, fais vivre et fais grandir, c'est ce que tu es. Au revoir mon ami. Frédéric Guiglione, Alaska. Mais le thème de ce troisième débat, on pourrait dire que c'est deviens ce que tu es, quel avenir après la catastrophe, quelles sont les valeurs communes de l'humanité qui pourraient l'aider, qui pourraient aider les humains à faire face à l'avenir. Frédéric, peut-être une orientation particulière avant de présenter nos invités. Une orientation particulière moi, je vois la philosophie comme quelque chose de réel, d'opérationnel au quotidien. Donc mon orientation, c'est pour ça que ce débat, donc il y a deux éminents philosophes qui interviennent, c'est que pour moi, dans les valeurs pour demain, la réponse la plus englobante qu'on puisse apporter, c'est une réponse philosophique. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, c'est les philosophies. Alors ce soir, nous avons François Rastier, donc qui, on va pas dire philosophe du coup, parce qu'il veut pas. Donc c'est un linguiste, sémanticien, donc directeur de recherche au CNRS aussi, qui a fait paraître il y a pas longtemps donc son dernier ouvrage Naufrage d'un prophète sur Heidegger aux presses universitaires de France. Et Dorian Astor, donc qui par contre est philosophe, mais aussi germaniste, mais aussi musicologue, et qui donc a fait paraître aux éditions Autrement, il n'y a pas longtemps, un ouvrage qui s'appelle « Deviens ce que tu es », en allusion à cette injonction paradoxale de Nietzsche que Frédéric reprend dans son roman comme un devoir de l'homme à devenir ce qu'il est. Alors, comment on va commencer ? Peut-être chacun prend la parole. Peut-être Dorian ou Dorian ? Les deux sont Dorian. Dorian. Moi, je dis Dorian. Ok. Dorian. Donc, deviens ce que tu es. Cette injonction paradoxale sur laquelle on peut lire beaucoup d'interviews qui vous font expliquer à quel point cette injonction est voilà, qu'est-ce que tu deviens ? On va répondre rien de spécial, pas grand-chose, ou je fais si, ça, je suis là. Oui. Bon, cette injonction, cet impératif, ce précepte, tout ce qu'on veut, il a une longue histoire dans la philosophie. C'est quelque chose que je retrace brièvement dans mon ouvrage, mais il me semble que pour essayer de rentrer un peu in medias res, y compris dans le contexte des différents débats qu'on a eu aujourd'hui, je voudrais souligner ce que vous avez vous-même articulé, c'est-à-dire, vous venez de dire, le sujet de ce débat, c'est deviens ce que tu es, quelle valeur commune pour demain. Je me dis, mais ce sont déjà deux débats complètement différents, sauf si on se pose précisément la question de ce qu'est l'impératif dans ce précepte.
deviens ce que tu es, qui oblige à se poser la question, évidemment, cette question radicale, verticale, et en même temps qui n'a jamais a priori de contenu, qui est la question qui es-tu, et donc en joignant à se poser soi-même la question qui suis-je. Bon, cette question qui est presque la caricature de la philosophie, hein. Qui suis-je, d'où viens-je, etc. Bon, il se trouve que on est sûr d'une chose, c'est que le caractère impératif de devient. Les philosophes sont impérieux. Les philosophes ont toujours un instinct dominant. Et c'est intéressant de se demander pourquoi un philosophe comme Nietzsche, mais on trouverait ce geste impératif chez beaucoup de philosophes. Pourquoi cet ordre ? Or, il me semble que si on l'articule à la seconde question, quelle valeur commune pour demain ? Une valeur est un impératif. Une valeur, on peut en refaire l'histoire, ou pour parler comme Nietzsche, on peut en refaire la généalogie, on peut voir ce qu'il y a derrière, on peut se demander si c'est une valeur absolue ou relative, si elle a une dimension historique, si elle est universellement valable, etc. Des questions que se posent les philosophes et tout le monde, concrètement, tout le temps. La question, c'est d'articuler le caractère impératif d'une valeur et le caractère impératif d'un devenir soi. Voilà. Et cette articulation entre qui nous avons, alors qui nous sommes en tant que qui avons-nous à devenir. C'est ça qui est fou dans ce deviens ce que tu es, c'est-à-dire tu es quelque chose sans préjuger du contenu de ce qu'on est, et en même temps cette chose-là tu ne l'es pas encore, tu as à le devenir. Bon. Sont soulevés des problèmes infinis. Je voudrais juste souligner ça au départ de ce débat. C'est à propos des valeurs. Quelles valeurs communes pour demain ? On va sans doute développer ça ensemble sous différentes formes. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui donne une valeur impérative à un impératif. C'est-à-dire qu'est-ce qui donne une valeur impérative, le caractère d'injonction d'une valeur que pourtant nous passons notre temps à choisir, désirer et à se donner comme but. Quelle valeur pour demain ? Ça veut dire quelle valeur voulons-nous pour demain ? Mais est-ce qu'une valeur est quelque chose que l'on veut ? Ou est-ce que c'est quelque chose à quoi on se soumet ? Bon. Nietzsche et d'autres philosophes ont des réponses très circonstanciées, très précises et très critiques là-dessus. Mais c'est la première chose que je voudrais souligner, cet impératif, qui est double, à soi-même. Qu'est-ce que je veux ? Qui veux-je être ? Qui donc dois-je vouloir devenir ? Et entre ce tu et ce je, qui suis-je, devient ce que tu es, cette question des valeurs communes, qui sont des définitions d'impératifs. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'origine ou la généalogie de l'autorité du caractère impératif. Qu'est-ce qui donne sa force de commandement à un idéal, un objectif, une valeur, un ensemble de valeurs. Voilà. Qui parle derrière ça ? Qui dit deviens ce que tu es ? Oui, et a-t-il le pouvoir ? Oui. Parce que voilà, si on parle de caractère de commandement, on peut évidemment se poser la question qui parle, qui enjoint, mais de quelle autorité celui qui parle, celui qui enjoint, est-il investi ? Oui, alors je me demande si, c'est pas une discussion sur la philosophie, mais si l'impératif devient ce que tu es, avec un point d'exclamation, ne suppose pas une posture prophétique ou en tout cas autoritaire, ça a été dit. Et est-ce que la bonne question ne serait pas soit ce que tu deviens, c'est-à-dire nous ne sommes pas prédonnés, on n'est pas quelque chose, on est dans un processus d'individuation qui continuait.
Et donc, on n'est pas assignable à une identité qui serait perdue. Parce qu'il y a des gens, ensuite, comme Heidegger ou d'autres, pour dire, bon, la véritable essence a été oblitérée par toute une modernité, un cosmopolitisme, etc. Donc, il faut devenir ce que nous sommes. Hein, c'est-à-dire un peuple avec une mission historique. C'est-à-dire il n'y a pas d'essence prédonnée. Si on est dans un monde où on cherche à la fois à détruire la notion d'humanité et à constituer des notions d'identité. Vous avez tel parti politique qui a 3 porte-paroles, un pour les Noirs, un pour les Blancs et un pour les Maghrébins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on ne peut pas parler pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la destruction de la notion d'humanité. Or, la notion d'humanité et plus généralement la notion, le concept d'universalité, y compris l'universalité des droits de l'homme, est extrêmement menacé. Vous avez des gens, par exemple, à la direction du Parti communiste chinois, qui disent non, droits de l'homme, non, les droits de l'homme oriental. Hein, vous avez en Arabie Saoudite des gens pour dire non, les droits de l'homme. Bon, les droits de l'homme, c'est anti. C'est une machination occidentale. Je rappelle que tous les pays constitutifs de l'ONU ont signé cette déclaration. Et qu'elle n'est pas venue de l'Occident comme ça, elle est venue précisément après le génocide. Donc, ce qui est nouveau, c'est la reconstitution du concept d'humanité par la qualification juridique de crime contre l'humanité. C'est-à-dire, c'est une humanité qui est... Le concept que voulaient détruire les nazis a précisément été reconstitué par la qualification tout à fait inouïe, c'est nouveau, hein, de crime contre l'humanité. Alors maintenant, quel contenu on va donner à la notion d'humanité ? Il y a des contenus politiques. L'idée de l'ONU, c'était ça d'ailleurs, mais il y a aussi la Cour pénale internationale. Il y a toutes sortes d'étapes qui ont conduit à ça. Et comme par hasard, la Cour pénale internationale est l'objet de toutes sortes de critiques en disant c'est occidental. Hissène Habré, par exemple, a dénoncé comme occidental le tribunal qui l'a condamné et qui n'était constitué que d'Africains. Simplement, c'était un tribunal international. Donc, il y a des enjeux évidents sur cette question de l'identité si on la lie à des essences qui seraient autre chose. C'est même dangereux de lier la notion d'humanité à une essence qui serait uniquement une anthropologie. En disant, bon, je veux dire, que disent les survivants ? Ils disent, si on regarde dans les poèmes de Chalamov ou de Lévy, on voit souvent les narrateurs sont des animaux ou des plantes. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est la vie qui a été menacée. Donc, du coup, si on essaye de traduire simplement au niveau des valeurs communes, en fait, elles sont extrêmement difficiles à mettre en place, mis à part, hein, évidemment, une valeur universelle qui serait de ne pas détruire la vie. Mais en termes de valeurs communes, c'est quasiment mission impossible. Du fait qu'il y a autant d'identités d'individus et de peuples et de pays différents. C'est ça ? C'est où j'ai mal... c'est pas du tout ce que je veux... C'est pas du tout, voilà. Je me disais bien. Non. Je veux dire que cette question, je veux dire, les gens qui sont en prison, et quand on leur parle de la liberté, ils comprennent tout de suite. Bon, quand on est dehors et qu'on dit « Ah non, les libertés, c'est un fantasme occidental, etc. etc. »
Vous voyez, bon, il y a des enjeux véritablement politiques et de tous les jours, y compris la démission quant aux droits de l'homme en général. Oui, mais les droits de l'homme, c'est une valeur universelle. On a idée que les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais ce que vous dites, c'est que c'est une valeur qui a été mise en place par les sociétés occidentales et qui n'est pas universellement reconnue. Enfin, de toute façon, elle ne l'est pas de fait, sinon... Non, mais elle n'a pas été mise en place comme ça dans aucune société. Je veux dire, les Occidentaux ne sont pour rien là-dedans, spécialement. Et le serait-il? Je veux dire, le théorème de Pythagore n'est pas lié à... Oui, il est à tout le monde, je veux dire. C'est de la même façon qu'un concept scientifique est universel et fait partie du patrimoine commun, il y a des vérités. Il y a même un bouquin d'un rabbin de Livourne en 1904 qui fait un bouquin sur Israël et l'humanité et qui dit alors lui en tant que rabbin évidemment, mais il dit le décalogue, enfin du moins tu ne tueras point, ça fait partie du patrimoine mondial. C'est pas idiot comme idée, hein, je veux dire. Or, précisément, je veux dire, cet article-là du décalogue a été l'objet de contestations virulentes, par Hitler, par exemple, nommément, en disant il faut sortir de la malédiction du Sinaï. Hein, vous voyez, donc, ces enjeux tiennent beaucoup à la question qui sommes-nous? Or, la question philosophique, qui sommes-nous? C'est Heidegger qui la donne. Hein. Ce que disait Kant, c'est que sommes-nous? C'est-à-dire, on va chercher à caractériser ce qu'il y a de spécifique dans l'humanité, y compris par rapport à la singularité de l'humanité. Et après, Derrida dit combien sommes-nous? Combien sommes-nous? Vous voyez tout de suite la restriction. On est 7 milliards ou bien, qu'est-ce que ça veut dire combien sommes-nous? Ça ne veut pas dire qu'on va faire un dénombrement universel. Ça veut dire que le nous, ça établit une frontière avec tous les autres. Hein, ça, c'est un courant que l'on voit dans les études culturelles, enfin disons dans le monde universitaire normal, hein, devenu normal en tout cas. Oui, non, pas pardon, au contraire. Alors, la question, c'est que les droits de l'homme, ce ne sont précisément pas des concepts scientifiques. Et que même les concepts scientifiques, je dirais plutôt fonctions pour la science, ils se construisent historiquement et donnent lieu à des controverses, à des changements de régime, de système, etc. La question, c'est, et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début, qu'est-ce qui confère l'autorité à un principe, à une valeur C'est-à-dire qu'on a toujours à aller chercher derrière l'évidence ou la non-évidence de quelque chose. L'évidence pour nous, j'espère à peu près que les hommes et les femmes sont parfaitement égaux, ce qui est une spécification de l'idée du concept universel d'égalité entre tous les hommes. Comment cette notion-là devient évidente pour un certain nombre d'entre nous, sans pour être de fait universelle, puisque tous les jours, partout, se manifestent des préférences fondamentales, hein, qui est toujours ma définition de la valeur, des pulsions évaluatrices qui manifestent que il n'est pas universel que l'homme et la femme soient égaux, qu'il n'est pas universel que tous les hommes soient égaux, c'est une exigence. Bon. C'est bien pour ça que les hommes naissent libres et égaux en droit, et non pas évidemment de fait. Donc ce en droit pose la question de la légitimité, donc de l'autorité d'une valeur, et là, force est de constater que le débat sur la préférabilité d'une valeur sur une autre
trouver préférable que tous les hommes soient égaux plutôt que qu'il y ait des catégories supérieures et inférieures d'hommes, y compris selon les sexes, les races, etc. Qu'est-ce qui fait que l'égalité universelle est préférable à l'inégalité universelle? Bon. On a beau avoir ça dans les gènes, espérons-le, enfin, quand on est à peu près raisonnablement constitué, et il est bien question de raison, cette préférabilité-là fait débat. Elle fait débat historiquement, elle fait débat suivant les cultures, elle fait débat entre les gens, elle fait débat au sein des communautés, etc. Le fait que les valeurs ou que les principes fassent débat, je ne suis pas un relativiste, je ne suis pas en train de dire les valeurs sont ce qu'on en fait, la vérité ça se construit, etc. Il me semble qu'il est nécessaire de suivre une ligne de crête très très étroite entre le relativisme et l'universalisme, parce que l'universalisme n'a légitimé qu'historiquement son universalité, c'est bien le problème, la constitution historique d'un universel, qu'il soit occidental ou pas, mais bon. Donc la question, ce point qui est très concret, c'est la concurrence des valeurs. Voilà. Alors, on est peut-être un peu éloigné, mais je ne pense pas qu'on puisse faire deux débats en même temps sur les valeurs et sur deviens ce que tu es. On risque de retrouver le chemin. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est que les valeurs sont l'objet de polémique au sens strict, de polémos, c'est-à-dire de guerre. Quand je dis de guerre, y compris sanglante. Donc nous n'arriverons à rien si l'universalité présumée d'une valeur fonde sa propre légitimité. Un philosophe célèbre, Gilles Deleuze, qui n'était pas réputé pour être un fasciste, disait « Les droits de l'homme, c'est pour les débiles. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la jurisprudence. » On parlait en droit, naître en droit. Il y a deux catégories dans le droit. Il y a la catégorie des principes universels, type droit de l'homme, et il y a la catégorie de la jurisprudence, c'est-à-dire de l'étude, de la prise en compte de l'accumulation des cas. Ceci est arrivé, génocide, tel ou tel génocide, telle ou telle discrimination, telle ou telle souffrance. Ceci, pour telle ou telle raison, vous parlez de définition de crime contre l'humanité, dont on fait ensuite un universel, c'est un cas de jurisprudence. On n'avait jamais eu de génocide de 6 millions de personnes. Nous ne savions pas ce qu'était un crime contre l'humanité, même s'il y en avait eu auparavant. Donc c'est de là. On peut réinterpréter l'histoire, on peut réinterpréter le massacre de tribus par les Romains massacraient pas tellement, mais bon, on pourrait réinterpréter l'Antiquité. Dans l'Antiquité, il y a eu des crimes contre l'humanité. Sauf que le concept n'en était pas encore historiquement fondé, et cette fondation n'est pas une fondation dans l'universalité, mais dans la nécessité globale, holistique, on disait tout à l'heure, c'est-à-dire pour tout le monde. La question combien sommes-nous à être concernés par le fait que nous ne pouvons pas être victimes d'un génocide? Tous. C'est une universalité du combien, non pas numérique, mais de la constitution peu à peu d'une expérience commune. Sauf que dans l'expérience commune, ce dont nous faisons l'expérience, c'est toujours et encore cette concurrence des valeurs, ces hiérarchies concurrentes des valeurs, et l'impossibilité sanglante, aujourd'hui comme hier, de faire consensus, mot que j'emploie avec 10 000 guillemets, autour des valeurs. Voilà. D'autant que ces valeurs communes à une époque peuvent être, on peut s'en abstraire. On voit avec ce qui se passe, il y a des crimes contre l'humanité qui sont encore commis aujourd'hui, bien que l'ONU ait décrété que dans les droits de l'homme, il y avait pas, enfin, on respectait l'être humain et on n'avait pas à le tuer. On voit bien qu'aujourd'hui il y a des membres. Cela dit, l'existence même de la Cour pénale internationale
modifie un petit peu les comportements. C'est-à-dire, alors, c'est vrai qu'il y a la question de la jurisprudence, mais la jurisprudence, dire le droit, ce n'est pas simplement étudier des cas, c'est qualifier les actes en fonction, non pas du cas, mais de règles générales. Et si on dit c'est seulement de la jurisprudence, on pourrait dire, ça a été dit, c'est de la justice de vainqueur. Vous voyez ? Deux poids, deux mesures, etc. Bon. Et là-dessus, je crois qu'il y a une interrogation, y compris quand on dit il y a une guerre des civilisations. C'est ce que disent précisément les fauteurs, enfin pas les fauteurs, mais ceux qui veulent l'alimenter, cette guerre. Parce que la civilisation n'est liée à aucun groupe ethnique ou régional déterminé. La civilisation elle-même, au sens d'un état de droit, a une valeur cosmopolitique. Non mais c'est... sinon, on va entériner le fait que chacun brandit soit sa religion, soit son ethnie, soit etc., etc., pour définir le groupe des nous, le groupe des autres, et ceux qui ne méritent pas de vivre, tout simplement parce que sont soit des infidèles, soit des... etc. Moi, il se trouve que j'ai écrit un petit livre sur la poésie de Primo Levi que personne ne lit. Bon. Et j'ai été l'objet de menaces antisémites. Sans objet. Je ne suis même pas juif. Mais quand Rosenzweig disait tout homme est juif, ça voulait dire ça aussi. Bon, c'était avant, c'était il y a bien longtemps, mais on est tous, je veux dire, tout le monde sait qu'il peut être accusé. Il y a l'antisémitisme au sens restreint et l'antisémitisme au sens large. Et quand Heidegger parlait d'antisémitisme au sens large, il entendait par là que les ennemis étaient non seulement les juifs, mais le bolchevisme, l'américanisme, la modernité, la cybernétique, la latinité, enfin, etc., etc. Est-ce que c'est un commentaire, en fait, d'un beau passage de Mein Kampf où Hitler dit, mais la génialité d'un grand Führer, ça consiste non pas à multiplier les ennemis, mais au contraire à les fondre en un seul. Vous voyez ? Donc, la logique identitaire est une logique, par définition, d'exclusion. Alors, comment sortir de cette logique identitaire ? Je pense que ça, c'est une question majeure, si on veut ensuite parler de conflit de valeurs. Non, il y a des différences entre les valeurs, et je veux dire, il y a des... Ces valeurs ne viennent pas de la tradition, ni en Occident, ni ailleurs. Hein, je veux dire, si c'était la répétition d'une origine perdue, à savoir que, non, à ce moment-là, je veux dire, c'est pas parce que on bat sa femme depuis des siècles que c'est légitime. Voilà, c'est le... c'est pour ça qu'un peuple n'a pas à devenir ce qu'il a été, bien au contraire, il a à faire autre chose. Et ça, c'est général. Je veux dire, il n'y a aucune... Sinon, les femmes iraniennes ont eu le droit de vote avant les Françaises, on est bien d'accord. Mais, je veux dire, ça, c'est... Le droit d'aller à l'école, par exemple, je regrette, mais... Est-ce que ça fait partie des valeurs universelles ? Ah non, nous, on n'envoie pas les filles à l'école. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Moi, je pense que ça fait partie des droits et même des devoirs, si on peut dire. Aucune, je veux dire que ce soit en Occident, en Orient ou ailleurs, rien ne peut justifier l'assassinat des filles sur le chemin. Alors, on est un peu, et peut-être qu'il y a un point commun qui est en train de se dessiner avec le deviens ce que tu es du début, avec ces valeurs communes, c'est où s'arrête le nous et qui fixe ces valeurs communes, et de la même manière, qui pose l'impératif deviens ce que tu es. Parce que, en fait, si on devient ce qu'on est, si on a à devenir ce qu'on est,
si on devient chacun un individu différent, unique, ça va être la guerre, non ? Comment on peut arriver en espérant devenir chacun des individualités ou des spécificités, pouvoir s'entendre sur quelque chose ? Est-ce qu'il ne faut pas se fondre, justement Oui, j'entends ce que vous dites, sauf que c'est comme si vous aviez déjà répondu à la question de ce que l'on est, c'est-à-dire par exemple un individu à l'état de nature, ayant toute légitimité à défendre son bout de gras et à conquérir ce qui est en notre puissance, ce qui est la définition de l'état de nature, c'est-à-dire d'un état pré-social, avant un contrat social, et de ce que ce serait présumé de ce que veut dire devenir, c'est réaliser, devenir cet individu plein, fermé, etc., cette espèce de monade, comme ça. Pardon pour Leibniz, qui est le contraire de ça. Précisément, j'aimerais qu'on introduise un mot dont on a parlé quelques secondes avant le débat, c'est celui d'individuation. Voilà. C'est-à-dire du processus par lequel on devient un individu et qui est peut-être un concept ou une notion beaucoup plus opératoire que le terme d'individu lui-même, puisque on se demande bien à quel moment on peut dire ceci est un individu constitué. Dans le deuxième débat, on a entendu cette idée extraordinaire qu'il y avait plus d'êtres vivants, qu'il y avait des êtres vivants en plus grand nombre dans notre corps que des molécules qui nous constituent, ce qui est une idée leibnizienne d'ailleurs. Cette idée que de toute façon, l'individuation, François Rastier parlait à très juste titre de Gilbert Simondon, qui a écrit entre autres un ouvrage incroyable qui s'appelle L'individuation psychique et collective. Les biologistes, puisqu'on parlait de science, cherchent les processus d'individuation cellulaire, organique, etc., biophysique, etc. Bon. Et on se rend compte qu'au fond, si on commence à penser le devenir de quelqu'un, d'un individu, par ces processus d'individuation organique, psychique et collective, ce que dit Simondon, c'est qu'on ne cesse de s'individuer. C'est comme s'il y avait des renaissances perpétuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'individuation, même un organisme, même quand on regarde le b.a.-ba, la biologie cellulaire, moi je ne suis pas du tout scientifique, mais même le b.a.-ba nous dit que un organisme se caractérise moins par une homéostasie, c'est-à-dire par l'équilibre d'un système, que par une infinité de processus métastables. C'est-à-dire que les systèmes passent leur temps à se déséquilibrer, à se rééquilibrer, etc. Suivant quel principe ? Le principe d'une espèce de perméabilité. C'est-à-dire qu'un organisme, ne serait-ce que manger, digérer, grandir, et puis, etc. L'organisme n'est pas un atome fermé, c'est un lieu, c'est un milieu, je pense à Canguilhem, c'est un milieu dans lequel pénètrent d'autres individus ou d'autres individuations, transforment, on peut rentrer et sortir, voilà. Et l'idée que s'individuer, c'est ne pas cesser d'être perméable à des processus qui sont à la fois infra-subjectifs et supra-subjectifs, nous donne une idée de ce que l'individuation est en réalité en permanence. La rencontre, la combinaison, les heurts, les conflits, et puis les combinaisons, les articulations, les mises en relation, qu'elles soient conflictuelles ou non, en tout cas les mises en relation, la relation fonctionne ou pas, d'une infinité ou d'une grande pluralité de processus. Ce qui veut dire que devenir soi, ça n'est pas du tout comme disent les biologistes puis les philosophes, une autopoïèse, c'est-à-dire une autocréation, une création de soi. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à être actif et passif dans ces processus d'individuation, et que devenir soi, c'est toujours déjà prendre en compte la multiplicité peut-être infinie des processus dans lesquels nous sommes impliqués. Ce qu'on pourrait appeler des effets de rencontre au sens
affectif, humain, comme au sens très concret. Quand on est un enfant et qu'on rencontre une pierre sur le chemin, on se casse la gueule, ce que j'appelle une rencontre. Voilà. On s'individue en se cassant la gueule sur une pierre sur le chemin. Et cette individuation-là, ce devenir-là, ne cesse jamais. Et il est fort possible que nous n'ayons conscience que d'une infime partie des rencontres, du milieu de rencontres et de composition que nous sommes sans cesse. Alors, est-ce que c'est pas comme ce que François Rastier nous disait tout à l'heure, non pas deviens ce que tu es, mais sois ce que tu deviens, parce que là, on a la mobilité, la fluidité, et pareil pour l'histoire des peuples, ils ne peuvent pas être ce qu'ils ont été. Il y a l'histoire qui s'inscrit en eux et qui fait que c'est obligé que... Oui, alors ça serait d'ailleurs très intéressant de revenir sur des questions comme celle de l'ethnogenèse. Vous voyez, il y a par exemple, parmi les Indiens des plaines, il y a des gens à qui on dit mais votre tribu, etc. Ah oui, on a toujours été comme ça. En fait, on sait qu'il y a un siècle et demi, cette tribu s'est formée avec les restes d'autres tribus. Simplement, c'est un camp de réfugiés qui a fini par se raconter une histoire commune. Mais je crois qu'on a sur les trois plans, c'est-à-dire l'individu biologique, la personne humaine et le citoyen politique, la notion d'être ce que l'on est n'a plus guère de sens. Du point de vue biologique, on sait très bien que les individus... la clôture organisationnelle de l'organisme est battue en brèche. On abrite plus de bactéries qu'on a de cellules, par exemple. Mais la génétique a été la loi et les prophètes de ce point de vue-là. On sait maintenant que l'expression des gènes dépend de ce qu'ont mangé les parents, par exemple. Donc la constitution même le développement, la synthèse des protéines dépend de facteurs qu'on appelle l'épigénétique. La notion de couplage biologique qui nous est aussi... par exemple, l'anatomie cérébrale dépend étroitement de l'expérience, non seulement précoce, mais poursuivie tout au long de la vie. C'est-à-dire, on voit ça, par exemple, les aphasies différentielles. Vous apprenez une langue... vous créez votre zone cérébrale, etc., etc. Donc, l'individu n'est pas du tout l'expression d'un programme, il est le résumé d'une histoire qui ne cesse d'évoluer. Donc, même anatomiquement, on évolue en fonction de l'expérience. Et pas simplement d'un programme qui irait comme ça, avec un haut et un bas. Pour la personne, c'est pareil. Je veux dire, l'ensemble des interactions sociales est constituante de la personne. Il y a l'idée du sujet, de l'autarcie du sujet, ne tient guère debout parce que le sujet philosophique, lui, a été fermé pendant un certain temps avec l'idée précisément d'une clôture, connais-toi toi-même, etc., etc. Rien dans les sciences de la culture ne permet d'appuyer ce type d'hypothèse. Enfin, je dirais, c'est à voir. Et enfin, ça va être quoi un sujet, entre guillemets, politique, c'est-à-dire un citoyen? C'est quelqu'un qui enlève toutes ses déterminations, son génome, etc., etc. Il est dans un groupe, et pour une fois, il a le même droit que ceux qu'il déteste, ceux qui sont gros, ceux qui sont maigres, les hommes, les femmes, etc. Ça, c'est très singulier comme situation. Et ce citoyen quelconque est déterminé comme quelconque par le droit qu'il a revendiqué et que finalement, dont finalement, il peut profiter. C'est indépendant des valeurs. Je veux dire, bon, à part la primaire de la droite, on n'a pas besoin d'assumer quelque valeur que ce soit pour pouvoir voter. Et là, il y a une destruction, enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que tous les régimes, tous les anti-universalistes sont antidémocrates ?
justement pour cette raison, parce que ça voudrait dire qu'il y a un plus petit minimum commun qui serait l'humanité de chacun en l'homme, qui fait que dans ce groupe-là déterminé, il puisse être citoyen. Mais c'est pour ça que les Lumières allemandes, et françaises d'ailleurs, sont arrivées à l'idée d'un cosmopolitisme, c'est-à-dire d'une paix universelle, par une citoyenneté mondiale. Nous, on a traduit Weltbürgerlichkeit par cosmopolitisme, mais en fait, c'est littéralement citoyenneté mondiale. Et c'est ça la question. Il n'y a pas de raison de considérer que l'histoire séparatiste de l'humanité n'aille pas dans le sens d'une citoyenneté mondiale. Et en effet, on est pris devant des problèmes mondiaux qui auraient bien besoin d'une citoyenneté mondiale pour en décider. Le réchauffement climatique, par exemple, concerne tout le monde à égalité, même s'il y en a qui sont dans des îles déjà submergées. Alors on a une question du public. Merci beaucoup. En fait, moi j'ai entendu, une question relative à la... si j'ai bien compris, pardonnez-moi, j'ai entendu une réflexion relative au fait que le progrès de la science puisse induire le fait de redéfinir l'identité du vivant et une référence à Leibniz, au fait que peut-être que le progrès de la science, et à force de vision globale, on en vient peut-être à concevoir que l'homme est effectivement un microcosme qu'on concevait dans le contexte de la gnose, etc. Tant qu'à faire référence à Leibniz, permettez-moi de faire référence à la gnose, aux approches holistiques, et le fait que le progrès de la science renvoie aujourd'hui effectivement actualiser des approches holistiques, effectivement notamment à renouer avec ces approches leibniziennes selon laquelle l'essence de l'individu ne se caractérise, que l'individualité ne se caractérise effectivement pas par un corps, par des contingences même physiques ou phénoménales, mais fondamentalement transcendantales et monadologiques. Donc en fait le truc c'est qu'effectivement il y avait des théories leibniziennes avant qui définissaient que l'individu était une monade, mais en fait même le progrès de la science revient même à définir, si vous voulez, au nom de la logique et notamment des sciences cognitives, que l'essence de l'individu s'identifie à un atome d'antimatière. Et en fait ce qui génère l'individuation à différents degrés, différents niveaux de réalité, c'est comme ça que c'est employé aujourd'hui, en systémique et en transdisciplinarité en l'occurrence, on dit que donc mais cet atome d'antimatière dispose de cette capacité énergétique d'individualiser différents niveaux de réalité. Et c'est comme ça que finalement on explique l'origine du microcosme, non pas finalement par une monade, mais c'est-à-dire que l'origine de la monade, c'est un atome d'antimatière. Donc voilà finalement la question, très simplement, c'est en définitive, comment dans le contexte des progrès de la logique et des sciences cognitives, on en vient finalement donc à redéfinir l'individualité comme finalement non pas suivant des contingences physiques, mais des contingences finalement transcendantales. Voilà comment dans le contexte où on définit l'homme suivant transcendantalement, voilà comment l'approche transcendantale de l'homme peut permettre de véritablement reconfigurer finalement sa sociologie, son rapport à lui-même et au monde. Merci. Sur AC, peut-être une réponse Oui, alors, si on parle de gnose, on parle de transcendance et pas de transcendantal. Transcendantal au sens de catégorie a priori de la philosophie. C'est pas la même chose que la transcendance du divin, par exemple. Alors, je crois que ce qu'a apporté l'approche scientifique moderne par rapport à des approches spéculatives de type mathématique comme celle de Leibniz, c'est une autre définition de la complexité. Et bon, il y a un irénisme de Leibniz, il y a l'idée que tout communique, etc. Mais dans son monde, il n'y a pas vraiment de degré de complexité. Et le développement des disciplines a fait que ces hiérarchies et ces degrés de complexité définissent leur champ. Et c'est difficile de dire les sciences cognitives sont arrivées à la conclusion. Il y a des échelles de description qui font que le niveau atomique et
le niveau de la physique naïve ne... On fait référence à François Marlène pour la neurophénologie et les boucles de rétroaction qui solidarisent justement le niveau de réalité avec des boucles. Oui, alors, bon, attendez, Varela est un spécialiste de la vision chez le pigeon, donc lui, il extrapole sur la cognition. Il a été jusqu'à formaliser la fameuse neurophénologie qui a oui, d'accord. Mais on va perdre les gens là. Hein. On va perdre le public, je pense. D'accord. Moi, je suis perdu déjà. Oui, il injecte là-dedans du bouddhisme du petit véhicule. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. On peut pas prendre. Enfin, je crois qu'on peut avoir une approche interdisciplinaire à partir des disciplines, mais pas au-dessus ou ailleurs. Vous voyez, c'est une question de méthode. Alors, pardon, si je peux... En fait, je vais vous répondre. Parce que ce qu'on est en train de dire, et ce que François Rastier souligne, c'est que qu'il s'agisse de sciences dures, j'allais dire, qu'il s'agisse de psychologie ou qu'il s'agisse de sociologie, qu'il s'agisse de politique, quel que soit le milieu, et là je devrais vous contredire, les degrés de complexité chez Leibniz sont précisément, je ne veux pas parler de Leibniz, mais je pense qu'on peut apprendre ça de Leibniz justement, que chaque... Pardon, je finis. Que les niveaux de réalité se définissent par des niveaux s'enchaînant, des niveaux de complexité. Ce qui fait que, pour revenir quand même à ce qui nous intéresse, y compris à nos vies, la question la question d'un résultat scientifique ou la question d'un consensus autour d'une valeur, il doit toujours être redéfini en fonction précisément du milieu où il est valable, hein, du système où il est valable, du système d'évaluation où il est valable. Or, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, l'universel, qui est, d'un point de vue rationnel, éthique et même politique, on le voit, une exigence incontournable. Hein, l'universel n'est pas un état, n'est pas une réalité. L'universel est une exigence de la raison. Bon. Elle est donc quelque chose toujours à atteindre. Et on le voit bien dans le domaine du droit, il n'y a pas moins réel que ce qui est formulé dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et c'est bien parce que les droits de l'homme sont la chose la moins bien partagée du monde qu'il s'agit de lui donner une exigence radicale, universelle. Bon. Je ne suis pas un défenseur de la réalité de l'universel. En revanche, je suis un défenseur de l'exigence universelle. Mais ça veut dire que nous avons sans cesse à passer d'échelle en échelle, de savoir ce qui, dans la science, dans la psychologie de l'individu, dans les communautés, dans le cosmopolitisme, chaque fois en changeant d'échelle, ce qui était très leibnizien, d'aller voir, Leibniz disait une chose très belle, il disait, c'était une espèce de conte, comme ça, c'était très à la mode à l'époque, Pierrot qui revenait de la Lune et qui disait aux humains, tout est là-bas comme ici, au degré de grandeur et de perfection près. Donc il disait le cosmos en entier, c'est tout pareil. Simplement, il y a des différences de grandeur et de degré. Ce qui veut dire des différences de complexité. Leibniz est un des inventeurs du calcul infinitésimal. Bon. Ce qui veut dire que pour nous, nous avons toujours à nous poser, nous n'arriverons à rien si nous pensons que, ah oui, la liberté, c'est une valeur absolue, c'est un droit absolu. On peut le penser. La question est quel chemin concret, local, expérimental, micropolitique, j'allais dire, qui nous fait ne serait-ce qu'engager un pas et demi sur cette exigence infinie de liberté universelle ou d'égalité ou de fraternité universelle ou de paix universelle dont, excusez-moi, pour lequel je n'ai aucun espoir. Enfin, mon seul espoir, c'est que ces échelles de paix, d'égalité, de droit, de fraternité, de respect, de dignité, de tout ce qu'on peut désirer, se propage localement. Hein. On ne fera pas croire, et on ne vous fera pas croire que
nous aurons un jour un globe terrestre où tous les humains, et nous parlons que des humains, mais on voit bien ce qui se passe aujourd'hui avec le droit du vivant, les droits des animaux, toutes ces choses la protection et la dignité de la terre, toutes ces choses qui sont en train de naître, qui se multiplient à l'infini, qui vont rendre notre tâche encore plus compliquée lorsqu'on a des prétentions et de justes prétentions universelles. La terre est ronde, mais on ne fera pas le tour. Voilà. Donc, pour les valeurs, et y compris politiques, il me semble qu'il est important de voir ce qui est, ce qui est de l'ordre de l'exigence et ce qui est de l'ordre de l'expérimentation, qui fait que, d'une certaine manière, c'est un peu comme chez Descartes, c'est de la morale par provision, on disait à l'époque, c'est une morale provisoire. Vous êtes perdu dans la forêt. Si vous voulez vous en sortir, il n'y a qu'une solution rationnelle, c'est d'essayer d'aller tout droit. Vous n'avez pas de boussole, donc vous ne savez pas où vous allez. Peut-être que vous enfoncez encore plus dans la forêt. Mais c'est le moins stupide que d'essayer d'aller tout droit dans n'importe quelle direction. Voilà. Et que ça n'est pas un principe universel. Ça repose sur le principe universel que la ligne droite est le chemin le plus court. Ok. Sauf que sauf que la ligne est infinie depuis le XVIIe siècle. Donc du coup, être à la fois très modeste, très expérimental et surtout très local dans nos pratiques, dans notre éthique, à partir d'exigences qui, elles, sont absolument sans terme. L'universalité des droits de l'homme, pour y revenir, sont une exigence sans terme. Nous n'arriverons pas à une fin de l'histoire qui sera de facto caractérisée par le respect et la réalité de l'universalité des droits de l'homme. Je m'en attriste, mais on ne me fera pas croire une seconde. Heureusement que ce n'est pas une question de foi. Mais je veux dire, on ne peut pas prophétiser ni dans un sens ni dans l'autre, par bonheur. Quant à la question de la vérité scientifique, je pense qu'il faut, et même parce qu'on est entré dans l'ère de la post-vérité. Donc, ce qui fait l'évidence de quelque chose, c'est son affichage. Mais dans cette post-vérité, il y a par exemple, tout de même, l'industrie du déni. C'est-à-dire, dès qu'il y a un problème environnemental, empoisonnement pharmaceutique, etc., vous avez des tonnes d'articles scientifiques qui déboulent, qui sont faits par des firmes qui trouvent les éléments de langage, qui publient des choses biaisées, etc., etc. Et cette industrie du déni, si on cherche un petit peu, elle est en train de... c'est les mêmes arguments. Moi, j'ai travaillé sur des corpus pro-tabac et anti-réchauffement climatique, et c'est le même langage. C'est-à-dire le mot ayatollah est caractéristique de ces deux corpus. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes qui les ont écrits. Et quelqu'un qui affirme le réchauffement climatique est un ayatollah. Quelqu'un qui affirme que le tabac est mauvais pour la santé, c'est un ayatollah, c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous imposer des restrictions, etc. Et dans la même veine de destruction de la notion à la fois d'objectivité et de vérité scientifique, il y a le complotisme généralisé qui fait qu'on peut nier en réalité le fait le mieux objectivé. Il y a le fondamentalisme créationniste qui est en plein essor. Vous avez au niveau gouvernemental, et pas seulement aux USA, c'est-à-dire que tout le continent des sciences de la vie se trouve éliminé d'emblée. Et puis, vous avez aussi toutes sortes de courants de pensée déconstructive qui disent que la vérité, c'est l'expression d'une vision du monde. Et donc, soit chacun sa vision du monde, soit le groupe a lui-même sa vision du monde, et que c'est ça le critère de sa vérité. Conjoignant l'ensemble, vous avez
une politique de la post-vérité, qui veut dire que personne n'est engagé par quoi que ce soit et peut affirmer et démentir comme il l'entend, c'est-à-dire une irresponsabilité totale par rapport à la notion même d'objectivité, sans même parler de vérité scientifique. Donc, je veux dire, c'est sans parler nécessairement de vérité morale, c'est la notion même d'objectivité qui est mise en cause avec l'idée qu'on va faire un monde de substitution, c'est-à-dire on quitte le principe de réalité pour un principe de plaisir. Et évidemment, la société du spectacle fait partie de, je dirais, la notion médiatique de retweet. Pourquoi est-ce qu'une proposition fausse est plus retweetée qu'une autre ? Parce que parce qu'elle est nouvelle. Enfin bon, quelle que soit la raison, elle fait gagner de l'audience. Comme on est payé à l'audience, elle est plus propagée, et tout simplement parce que vous avez Google Ads qui va si vous balancez une fausseté, va vous rémunérer en fonction du nombre de clics que vous avez sur votre site. Donc là, il y a la question à la fois de la garantie qui parle au nom de qui. Hein, c'est plutôt ça qui m'intéresse là. Mais en même temps, je pense qu'on a à réfléchir à cette notion de post-vérité parce que l'ensemble de la vie sociale, y compris la question des valeurs, etc., peut être pris là-dedans, à savoir que tout peut être nié, le crime, etc., sans aucun problème. Rien ne s'est passé, il y a un complot, on vous a dit ça, vous avez vu ça dans les médias, ça suffit pour que ce soit faux. Sur quelle valeur commune pour demain, j'ai dû m'absenter, mais j'ai écouté ce que vous avez dit. Il y a deux choses qui m'ont intéressé tout particulièrement. C'est tout d'abord par rapport à l'aspect autorité et l'aspect que donc des valeurs, si je comprends bien, peuvent se mettre en place que dans le cadre d'une citoyenneté mondiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'une autorité qui assume, du moins qui fasse exercer ces valeurs. Donc il en advient que quelle valeur commune pour demain, nous sommes un peu dans l'impossibilité de les définir, étant donné que nous ne sommes pas dans cette situation de citoyenneté mondiale avec une autorité qui pourrait les faire appliquer. C'est pour ça que il me semble intéressant vos discours sur la jurisprudence, sur le TPI, sur que peut-être la question, comme a dit Dorian, ne revient plutôt à dire comment pouvons-nous vivre avec des valeurs différentes. C'est-à-dire qu'il ne s'agirait plus de... tu l'as déjà abordé, ce point-là. Il me semble que c'est intéressant de prendre le problème plutôt dans l'autre sens. Nous sommes dans l'impossibilité de définir des valeurs, ou en tout cas de les faire appliquer. Donc de parler ces valeurs, en plus, elles sont souvent creuses ou trop chargées de sens. En tout cas, ne sont plus opérationnelles, ces valeurs, que ce soit fraternité, liberté, ou fraternité ou toutes les restes. Donc, comment développer la jurisprudence, développer les outils internationaux pour pouvoir gérer une négociation entre ces valeurs et de pouvoir donc pouvoir vivre avec des valeurs antagonistes. Mais là se pose la question si les valeurs sont trop antagonistes, c'est-à-dire jusqu'où on va dans cette négociation. Donc ça veut dire que dans ce cas de figure-là, on laisse la porte ouverte à la guerre entre deux. Mais en tout cas, je suis d'accord avec ça. Je voudrais dire juste un mot sur cette notion de valeur qui me paraît très ambiguë, surtout quand elle est associée à un possessif. Mes valeurs, vos valeurs, tes valeurs, etc. Des principes comme la liberté sont des valeurs de personne, précisément. Donc, je veux dire, ça a un caractère
ça a un caractère de principe directeur. C'est indépendant de l'adhésion. Parce que sinon, chacun se transporte avec son bagage de valeurs où on va mettre dans les valeurs le repas gastronomique à la française. Vous voyez, enfin, je veux dire, un certain nombre d'habitudes bigarrées qui vont faire que la fraternité et le foie gras, c'est la même chose. C'est un truc français. Mais simplement, on préfère parler de liberté. On ne parle pas trop d'égalité, surtout. L'égalité, à un moment où l'explosion des inégalités est en train de ruiner la société à l'échelon mondial, c'est pas du tout un imaginaire périmé des Jacobins. Vous voyez, on constate les inégalités et on ne veut pas de l'égalité comme d'un principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, je crois que... Alors, comment on peut avoir un peu d'espoir, là, pour demain, pour l'après-catastrophe? Et puis, ce sera les mots de la fin, parce que nous allons devoir conclure. Oui, l'espoir, je ne sais pas. Moi, j'ai un précepte qui me vient à la fois des épicuriens de Spinoza, qui est ni espoir ni crainte. Donc, ni crainte donne un peu d'espoir, mais pas d'espoir donne un peu de crainte. Donc, bref. Non. Comment dit, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à tout, oui. Enfin, oui. Non, mais enfin, il est clair que ça va pas très bien. Bon, moi, par rapport à ce que vous disiez, François, tout à l'heure, à propos du n'importe qui, qu'est-ce que c'est être citoyen? C'est-à-dire, on fait abstraction, ce qui est une opération intellectuelle très étrange, on fait abstraction du maximum de détermination possible. Et c'est Rancière qui disait, le sujet de la démocratie, c'est précisément n'importe qui. N'importe qui. Bon. Donc, cette chose-là demande un effort. Or, ce qui est en train de se passer, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que nous sommes tout sauf n'importe qui. Nous sommes français, nous sommes blancs, nous sommes hommes, nous sommes réfugiés par réfugiés, nous sommes riches par riches, etc. Voilà, toute cette profusion jusqu'à la nausée des définitions d'identité qui comptent. Alors, on les appelle des identités, mais en réalité, ce sont des valeurs. La question, c'est que si on fait une morale un peu minimale, on n'a pas besoin d'un grand système de valeurs pour se dire que le fait que des innocents se prennent des bombes sur la gueule doit cesser tout de suite. J'ai pas besoin de... Je sais pas, il y a un truc quand même très, très évident qui fait que y a des choses qui doivent s'arrêter. On ne sait pas comment, on sait pas... Bon. Et on revient, quelle que soit la beauté, la légitimité, la cohérence des valeurs ou des principes que nous nous donnons, nous sommes malgré tout renvoyés au rapport de pouvoir. C'est-à-dire que la question, c'est que quand on est sous les bombes ou quand on est celui qui décide que les bombes vont être larguées, on n'est pas dans la même situation de pouvoir. Quand il est possible qu'un homme batte à mort sa femme, c'est qu'il y a tout un état de choses qui fait que la relation de pouvoir permet qu'une femme sur 3 en France meure. Que tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups. Je veux dire, il y a des situations, des types de rapports de force qui sont très ancrés, qui font que cela est possible, alors que nous avons tous envie de dire que ça doit s'arrêter très vite. Et le problème d'une valeur, après, je prendrai ce dernier exemple qui, je ne sais pas si ça donne de l'espoir, mais en tout cas, ça devrait nous donner envie d'être encore plus politique et stratégique, à de bonnes fins. Être stratégique, c'est pas une insulte. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui, sans rentrer dans les détails. Je voudrais juste prendre un exemple qui n'est pas un exemple français. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui en France de la laïcité. Oh, laïcité. Bon. Rappelez-vous ou figurez-vous qu'en Turquie, dans les années 80-90, ce sont les islamistes qui ont revendiqué le modèle européen de la laïcité pour protéger les musulmans de la répression anti-religieuse du système d'Atatürk, de la République kémaliste. La République kémaliste qui avait pris
toutes ces valeurs politiques, y compris constitutionnelles, etc., chez les Européens, anglais, français, allemands, etc., et qui a pratiqué la laïcité à coups de bâton, c'est-à-dire qu'il y a eu de la répression. On n'avait pas le droit de porter un voile, on n'avait pas le droit de ceci, de cela. Les musulmans étaient discriminés en Turquie. Hein, bon. Aujourd'hui, on assiste peu à peu à l'inverse. Ce qui s'est passé dans les années 80-90, c'est que ce sont précisément l'AKP et les gulenistes qui ont dit adhésion à l'Europe, absolument. Nous, on doit récupérer, on peut en discuter longtemps de cette question d'adhésion de la Turquie à l'Europe, mais nous avons absolument besoin de la valeur de la laïcité si on veut protéger les musulmans. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en train d'essayer d'imposer un État islamiste en Turquie. Donc cette question de stratégie, la question des vainqueurs, des vaincus, des concurrences, dans cette histoire-là, quand on voit l'histoire de la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État, il y a toute une grandeur de cette histoire. Quand on voit ce qu'on en fait aujourd'hui en France, on voit que c'est déjà un terrain miné et qui sent mauvais. Qui est très pourri, le débat sur la laïcité aujourd'hui. C'est pas le concept qui est pourri, c'est à quoi il sert. Et quand on se déplace un tout petit peu, quelques milliers de kilomètres, et qu'on voit à quoi, par exemple, en Turquie, le concept, la valeur de laïcité a servi, on est obligé d'être d'un point de vue tactique, d'être des relativistes et de savoir à quoi veut-on faire servir ce qui se donne le masque de l'autorité ou de l'universalité. Donc ça c'est une affaire de lutte que j'appellerais micropolitique. C'est pas quoique ça pourrait, hein, mais voilà, je voudrais juste dire que et je finirai là-dessus sur cette idée-là qu'en réalité nous croyons toujours qu'on se donne une valeur qui va nous donner qu'on se soumet à une valeur qui va nous donner la direction d'une action. Et qu'en réalité, si on regarde ce qui se passe, la valeur est toujours le résultat de l'action qu'on s'est donnée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de valeur pour faire les choses. En revanche, vu comment les choses se passent, c'est là que peu à peu se constituent, se consolident des valeurs. Voyons regardez les valeurs de la République. Historiquement, ça a d'abord été une révolution sanglante. Oui, alors si on a un point de vue qui consiste à dire les valeurs sont une réécriture de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire une justification, a posteriori, et finalement dans le sens cynique, nous accomplissions un devoir, etc. etc. En effet, on peut justifier la valeur qui consiste à bombarder les populations civiles. La question, c'est, qu'est-ce que serait la reconstitution d'une éthique d'après la catastrophe pour éviter les suivantes. Pardon. De quelle catastrophe on parle? Pardon. Je parlais de la catastrophe. Était question. Laquelle? Oui, mais c'est une vraie question. On est dans une pensée, je veux dire, j'ai parlé des droits de l'homme et de la notion de génocide, il s'agissait de l'extermination, hein, c'est ça que je voulais dire. Mais vous avez toutes sortes de pensées supposées post-apocalyptiques qui disent qu'au fond, c'est la notion même d'éthique qui a été détruite à ce moment-là. Et si on lit les textes des témoins et des survivants, il y a une éthique à l'état pratique, si on peut dire, dans ces témoignages, c'est-à-dire une revendication, y compris de valeurs, d'humanité, etc. Et c'est ça, à mon avis, qui est à réfléchir. C'est-à-dire, les justifications des bourreaux sur leurs valeurs, on les connaît. Le problème, c'est d'écouter les victimes. Et les gens qui sont sous les bombes ont des choses à dire aussi. Et ils sont pas spécialement cyniques de ce point de vue-là, parce qu'ils sont précisément victimes de ce cynisme des valeurs, soit de laïcité réformée, etc. etc. Et bon, il n'y a pas seulement ce problème-là, il y a le problème des humanités, c'est-à-dire un projet
d'humanisation. Hein, c'est-à-dire, il y a la réflexion sur les arts qui est complètement indépendante. Je veux dire, il n'y a aucune littérature nationale. Tout le monde réécrit à partir des autres langues, etc. Je veux dire, c'est complètement... je veux dire, la notion de littérature nationale est une création du 19e siècle. Au 18e, c'était impossible. Enfin, vous avez des programmes d'agrég, le roman français au 18e siècle. Ça signifie rien, parce que Rousseau répond à Richardson, qui répond à Goethe, etc. Bon, il y a un espace cosmopolitique de la culture qui est un moyen aussi. Parce que c'est pas simplement une question esthétique, c'est aussi une question éthique. On a découplé radicalement, il y a un siècle, l'éthique et l'esthétique, pour créer d'ailleurs une esthétique de la violence, qui remplace avantageusement toute éthique. On voit ça chez Junger et autres, que la guerre est jolie. Hein, je résume, mais c'est ça. Là-dessus, on voit toute une littérature complaisante sur la beauté de la violence. Elle est partout. Hein. Je veux dire, pourquoi les séductions du bourreau, pourquoi un faux témoignage de l'extermination se vend 1500 fois plus vite qu'un vrai. J'ai fait le calcul. Donc, il y a aussi une complaisance généralisée et un amour de la violence, une esthétisation générale. Et ça, je pense que c'est un vrai problème, parce que, bon, vous avez des gamins, ils sortent, ils tuent des dizaines de milliers d'aliens par jour. Hein, alors, bon, Breivik a passé des années sur World of Warcraft. Hein. Donc, il y a aussi un travail à faire en amont, qui est aussi un travail d'éducation, tout simplement, et puis Et on rejoint le thème du deuxième débat qui était justement sur ces valeurs à transmettre à l'éducation. C'est ce qui avait été, ce qui s'était reflété, c'était que ce qui devait être transmis, c'était avant tout des méthodes pour pouvoir avancer avec ce qu'on avait à apprendre plus que des connaissances en elles-mêmes. C'est comment arriver à démêler la vérité du faux à travers tout ça. Je suis désolée, mais on va être obligé d'arrêter, puisque il y a une restitution des 3 débats de cet après-midi, plus la suite, à la lingerie, et que cet espace va être fermé le temps qu'on restitue donc à la lingerie. Frédéric, tu veux nous expliquer un peu plus ? Oui, merci d'ailleurs. D'abord, c'est vraiment... oui, là on va fermer, on va aller à la lingerie, il va y avoir une restitution à 19h. À 19h30, il y aura un petit mot de fin. À 19h45, il y a Pierre Santini, le président de Culture du Cœur, qui va venir faire une courte lecture d'Alaska. Et à 20h, il y aura donc un buffet. Pendant une demi-heure. Non, il va être ouvert à 20h. Et ça va reprendre ici à 20h30 avec une projection avec l'équipe du film du réalisateur italien sur la fin de Pasolini. Et à 20h30 également à la lingerie, il y aura le récital lyrique de Marthe Alexandre. Après, il y a l'électronique et une autre projection ici. Merci infiniment d'être venu. Merci vraiment. Merci, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.